Bonjour à tous, donc voici ici maintenant la deuxième vidéo concernant donc le chapitre 2, toujours ici donc sur le cours de stabilité 2.1 et sur le livre théorique concernant donc ici les fondations. Donc on est toujours dans ce chapitre 2 sur l'introduction aux fondations et on va essayer de voir ici deux points assez généraux. Le premier que vous voyez ici c'est le principe de fondation et le deuxième que l'on verra ici dans pas très longtemps c'est les principes généraux à observer pour l'élaboration des fondations. Donc on va s'attarder ici d'abord sur le principe de fondation. Comme on a déjà expliqué dans la première vidéo de ce chapitre 2, on a vu que des charges provenaient du bâtiment et ces charges allaient se répartir sur une surface de fondation qui, elle, est en contact avec le sol. Donc en fait, on va envoyer une charge qui va se répartir sur une surface de fondation. Et quand une charge se répartit sur une surface, on a ce qui s'appelle une pression. On le voit d'ailleurs via l'unité ici, que l'on est souvent en kilonewton par mètre carré. Donc ici, comme vous le voyez, cette pression qui provient du bâtiment, on doit la comparer à la pression que nous offre notre sol en résistance. Alors on doit toujours vérifier à ce que la pression qui provient du bâtiment soit bien inférieure à la pression que le sol pourrait reprendre. Tant qu'on est dans cette condition-là, il n'y a pas de souci du point de vue de l'instabilité du bâtiment. À partir du moment où la pression qui vient du bâtiment est plus importante que la pression que pourrait reprendre le sol sur la surface de fondation, là il y a un problème. Parce qu'il y a un risque d'enfoncement du bâtiment dans le sol. Alors pour ça, il y a quelques solutions. Toujours, on est dans les principes de fondation, je vous donne l'aspect idéologique général. Alors la première solution, ce serait de dire, on va essayer de diminuer les charges N. Je me vois mal dire à des clients qui ont acheté une maison, voilà, là dans cette pièce-là, vous ne pourrez pas mettre une garde-robe. Là, cette pièce-là, il faut la laisser vide parce que sinon il y aura trop de surcharge. C'est pas possible. Si des pièces sont là, c'est qu'on doit y laisser des surcharges, sinon ça ne servait strictement à rien. Donc, diminuer la charge N, c'est pas facile. Ou alors, on pourrait imaginer, à la place de construire des bâtiments en béton lourd, les construire avec une structure métallique qui est un petit peu plus légère, voire une ossature bois. Ça pourrait se faire. Mais au point de vue des surcharges à appliquer dans le bâtiment, là, on ne sait rien faire. On doit laisser les personnes avec des surcharges dans chacune des pièces. Mais on pourrait jouer pour diminuer l'effort N sur des structures de bâtiments pour les rendre plus légères. Une autre possibilité, si on ne sait pas jouer sur N, on va essayer de jouer sur le facteur A. A qui est l'aire de contact entre le sol et la fondation. Donc là, si on augmente la surface A, en fait, on va diminuer la pression, puisque si on garde un N égal et qu'on augmente les dénominateurs A, on va avoir une pression qui est moins grande. Alors il faut savoir que souvent, dans les maisons type maison individuelle ou unifamiliale, là en fait, on pourrait avoir en tête que si la superficie des semelles continues correspondrait à plus ou moins la moitié du bâtiment, parfois il est plus avantageux au niveau terrassement et coulage de béton de faire un radier. C'est plus cher bien évidemment, mais du point de vue du délai, parfois on y est gagnant. Le tout est de faire un comparatif entre les deux. Alors, si on est en termes de sol variable, qui amène une portance variable, ou si par exemple les charges sont elles aussi variables, il faut être capable de s'adapter en termes de la largeur de semelle. Je prends l'exemple que vous voyez ici, où on a ici une fondation qui, elle, est tout à fait normale, et puis à l'endroit où il y a deux appuis d'éléments un petit peu plus importants, avec des armatures d'attente, on augmente la largeur de notre semelle à ces endroits-là. On peut aussi, via une colonne, faire un système de gradin, un peu plus rare, mais ça existe aussi pour vraiment essayer de répartir au mieux l'effort important qui viendrait ici sur toute la largeur de notre semelle ici isolée. Alors, on peut avoir aussi l'action du gel qui peut être aussi quelque chose de défavorable, qu'on verra dans les principes ici à observer pour l'élaboration des fondations. En fait, le gel a la tendance, quand il est présent, de pousser sur votre fondation, que ce soit une poussée, comme on voit ici, verticale, ou ici par la fissure horizontale, qui est une poussée horizontale.
Donc là, pour ça, il faut toujours essayer de se prémunir en plaçant un drain en dessous, soit du petit muret que vous voyez ici en bas à gauche, ou vraiment juste ici au pied à droite de la fondation, pour essayer de drainer le plus possible et de mettre un minimum, du moins dans nos contrées ici en Belgique, un minimum de profondeur de fondation à 80 cm. C'est vraiment le minimum à partir duquel on peut venir placer notre fondation. Alors il faut aussi savoir à quel endroit se situe ce bon sol pour pouvoir y placer notre fondation. Alors si cette profondeur est plus ou moins à un niveau équivalent par rapport à notre niveau 0, qui est souvent le seuil de porte de notre habitation, on peut alors faire un report des charges via des murs de cave. On travaille souvent dans ce cas-là avec ce qui s'appelle des vides ventilés, qui font de l'ordre de plus ou moins 1 mètre, de manière générale, et on voit ici des petits murets qui ont cette hauteur totale de plus ou moins 1 mètre et qui vont rechercher en continu ici notre semelle de fondation que l'on a placée au bout. Et vous voyez à chaque angle de notre fondation ainsi qu'à certaines distances des armatures de chaînage verticales. Alors si la profondeur de sol n'est pas une profondeur moyenne mais un petit peu plus profonde, là on va pas s'amuser à faire des murs de cave de 6 mètres de haut, c'est pas tellement le but. De 1 au point de vue du terrassement il y aurait trop, mais on va chercher un appui ponctuel par, comme vous le voyez, un système de pieux. Alors ça peut être des pieux ici coulés sur place de manière générale, par exemple ici ce sera pour une paroi en pieux sécant, ou alors ici des pieux préfabriqués que l'on bat dans le sol. Alors si maintenant on est avec un mauvais sol et qu'on souhaite quand même construire et que le sol a une portance qui est quand même relativement faible, on peut dans certains cas essayer d'améliorer la capacité portante du sol en y incorporant de la chaux. Donc là vous le voyez dans le godet, qui est un godet mélangeur que l'on a au bout d'une pelle hydraulique, dans lequel on insère des particules donc de calcaire qu'on broie et qu'on mélange à la terre et qui avec l'humidité de la terre deviennent en fait un genre de plâtre qui colle les particules de terre entre elles. Donc c'est ça qui donne un aspect un petit peu plus dur au sol que ce qu'il n'était avant l'insertion de la chaux. Alors il faut toujours avoir en tête que ce système et ce principe, c'est pas fréquent quand on utilise dans une maison unifamiliale classique pour un particulier. On essaye souvent d'utiliser cette méthode-là quand on a des grandes surfaces horizontales à faire, notamment pour des halls industriels. Là, ça peut être alors avantageux d'imaginer ce système. Mais pour le particulier, un peu moins. Alors, quels seront les sols rencontrés ici dans les différents types de fondations qu'on va envisager? Je vous ai mis ici 3 grandes familles de sols, donc les sols dits pulvérulents, donc qui n'ont pas une cohésion relativement énorme, avec les sables fins moyés, les sables grossiers et graviers, contenant donc un tiers de volume jusqu'à 7 cm de diamètre. Et vous voyez sur la colonne de droite, vous avez les capacités portantes du sol. On estime souvent ici en Belgique que un sol a une capacité portante relativement bonne à partir de 1,5 à 2 kg par cm². En vrai, ça ressemble à quoi? Vous voyez ici en haut à gauche un sable fin avec un diamètre équivalent d'1 mm maximum, qui n'est pas énorme. Les sables grossiers, là il y a une incorporation de particules un petit peu plus grosses, jusqu'à 3 mm, où on voit vraiment des inclusions ponctuelles. Et enfin les sables grossiers et graviers, là c'est vraiment comme le sable et le gravier que vous allez avoir dans des big bags que vous allez commander auprès de magasins de matériaux et qui vont vous livrer au fur et à mesure. La deuxième famille de sols, c'est les sols dits cohérents. Alors moi je vais vous montrer ici les sols cohérents, consistants et durs, avec une capacité portante qui est moyenne à bonne. C'est la majeure partie du temps, les sols cohérents consistants, ceux que vous allez avoir en terrassement ici dans nos contrées. C'est un sol qui est bon, qui a une capacité portante tout à fait correcte. Avec, quand il est dur, on a vraiment alors l'apparition de points ponctuels et de rocailles un petit peu plus importantes. Attention que là, ici, sur l'illustration, on voit ici un point dur, un rocher. C'est que si vous coulez votre fondation avec ici une armature, pas oublier de renforcer à ce point-là avec le point dur une armature au niveau supérieur pour éviter le point d'inflexion de votre fondation. Alors le troisième, ça c'est les roches. Là, c'est surtout rencontré dans les massifs montagneux où on voit ici des capacités portantes qui sont 10 fois quasi supérieures à ce que vous pouvez avoir pour un sol relativement classique. Donc là, il faut voir de 1 si les roches ne sont pas fissurées. Si elles sont fissurées, s'il y a des entailles importantes,
il va falloir diviser de moitié la capacité portante que vous voyez dans la colonne de droite. Et enfin, si il y a une notion de stratification, c'est-à-dire une notion de couches qui sont placées les unes sur les autres, là aussi on peut se permettre de diminuer de l'ordre de 70% plus ou moins la capacité portante d'une couche par rapport à l'autre en termes de capacité portante pour nos roches. Alors on arrive ici maintenant au deuxième point que je voulais voir ici dans cette deuxième vidéo, qui sont les principes généraux à observer pour l'élaboration des fondations. Alors dans ce deuxième point, il faut comprendre que ce sont des principes. Alors un principe, du moins quand il est général, c'est vous donner une idéologie. On adaptera toujours en fonction des cas, mais c'est pour vous donner déjà plus ou moins les codes de bonne pratique, si je peux m'exprimer ainsi, pour avoir vraiment en tête ce à quoi on doit penser vraiment avant de commencer à faire nos fondations. Alors la première chose, c'est qu'il faut savoir que l'architecte est un des responsables en termes de connaissances pour le terrain dans lequel il va venir implanter sa future habitation qui correspondra aux besoins de ses clients. Alors il faut, dans le premier principe, être prudent, c'est-à-dire que chercher absolument l'économie sur tout et n'importe quoi, à un moment donné, l'entrepreneur ne saura pas vous garantir que le bâtiment sera suffisamment stable et solide. Donc sur les points de vue de la stabilité et des points vraiment ponctuels de structure en termes de solidité, il n'y a pas d'économie à faire. Il faut que ce soit fait. On reviendra alors si nécessaire sur d'autres points. Il faut de la manière la plus économique possible essayer de fonder sur un bon sol. Et si ce n'est pas possible, c'est vraiment alors qu'on doit avoir un bâtiment qui est de faible importance pour essayer de limiter le plus possible les dégâts. Parce que dans ce cas-là, s'il y a trop de dégâts, à un moment donné, le bâtiment n'est plus viable. Donc on peut céder de chaînages à l'intérieur même du bâtiment, qui sont des chaînages horizontaux, verticaux, ou même classiques en retour de fondation vers un mur. Ça peut être toujours aussi faisable. Mais il faut essayer d'être vraiment le plus réfléchi possible du point de vue de l'économie, en fondant toujours sur un bon sol. Il faut s'assurer aussi, via les essais de sol, une connaissance poussée du sol. De 1, sa nature. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on va construire sur du rocher qui est très très solide, fissuré ou pas? On ne sait pas, il faut le visualiser. On peut fonder sur de l'argile, on peut fonder sur du sable, sur du gravier. On peut connaître aussi, par rapport à ce sol, ses caractéristiques mécaniques, comme sa résistance à la pointe, sa résistance au frottement latéral. On peut connaître ses caractéristiques physiques, à savoir sa porosité, N, son indice des vides. Est-ce qu'il sera susceptible d'avoir plus d'eau qui va rentrer dans le sol si l'indice des vides est plus grand? L'aspect chimique, le niveau du pH du sol, ça peut avoir une influence sur les attaques des bétons. On a ici un exemple à Spa vis-à-vis du viaduc de l'eau rouge, où l'eau était un petit peu plus acide et attaquait les bétons. On peut avoir aussi une idée de la force portante grâce forcément à l'effet de pointe qu'on visualise grâce à des essais de sol. Et surtout aussi l'épaisseur. Mais ça, on le fait via, donc, comme vous le voyez, les essais que je vous ai montrés dans le premier chapitre de notre livre des fondations sur les essais de sol avec le pénétromètre statique et le pénétromètre dynamique. On sait plus ou moins les épaisseurs de sol. Ça a une importance. Pourquoi? Parce que de temps en temps, on s'arrête trop vite à une profondeur faible. Quand j'entends faible, ça dépend aussi de la largeur de la fondation que vous voulez, mais il faut des fois aller plus loin que le niveau d'implantation de votre future fondation, parce que plus loin il peut y avoir, ou plus bas plutôt, il peut y avoir aussi des poches de mauvais sol. Et ça peut provoquer à la longue un phénomène d'influence négative sur l'enfoncement de votre fondation dû à cette faible épaisseur de capacité portante, alors que vous croyez que la capacité portante est bonne, même jusque tout en bas, en dessous de notre bon sol, alors qu'il y a une présence d'une mauvaise capacité portante ici. Donc, il faut toujours voir et essayer d'espérer connaître ces hauteurs H' qui seraient vraiment problématiques si cette hauteur H' serait inférieure à 1 mètre pour de la roche, 2 à 3 mètres pour l'argile et 3 à 4 mètres pour le sable et le gravier. Donc, ça veut dire que si j'ai une poche de mauvais sol, mais qui a une distance H plus grande que les valeurs qui sont précitées ici en fonction des sols, là, c'est pas grave. Mais si la valeur H' est inférieure aux valeurs qui sont mentionnées ici, en fonction des sols, là c'est grave parce qu'il y a risque peut-être de poinçonnement, voire même d'enfoncement progressif de la fondation au fur et à mesure du temps. Il faut vraiment se prémunir de ça. Donc cette connaissance du sol, on peut le faire, comme vous le voyez, via un carottage classique, basique.
où on a vraiment la cartographie en verticale de notre sol. On peut le faire, c'est un petit peu plus rare, surtout quand on est au niveau des compactages, quand on a vraiment une fondation qui a la nécessité de réégaliser le niveau du fond de fouille. Ben là, on peut utiliser un install à plaque. C'est un petit peu plus rare, mais ça peut exister. Ou alors, si on veut être encore un petit peu plus précis, c'est la méthode par la sismique réfraction. Ça fait partie de ce qu'on appelle la géophysique. Donc en fait, là, vous ne touchez pas au sol, vous posez des éléments sur le sol et vous aurez la cartographie du sol. Je vous l'explique très brièvement, comment est-ce que ça fonctionne. Ben, en fait, on va ici avoir ce qui s'appelle des géophones. Les géophones, en fait, c'est un petit cône, genre le petit cuberdon, si vous voulez, métallique, qu'on place donc tous les 2 mètres ou tous les 1 mètre d'intervalle et qu'on relie à un câble. Et en fait, ce câble est relié, comme vous le voyez, à un ordinateur. Alors, c'est pas un Mac Pro, je vous rassure, c'est un ordinateur de chantier. Mais bon, il faut de la solidité. Et en fait, que va faire cet ordinateur? Il va être relié au géophone. Et on va relier à ce géophone, en fait, un marteau dans lequel il y a une masse au bout. Et cette masse, on va s'amuser à la frapper contre une plaque de résine. Donc on va provoquer, en fait, dans le sol, une vibration. Et ces géophones vont servir simplement à mesurer le temps que va mettre l'onde et l'impact pour se propager dans le sol et revenir à la surface. Et donc comme vous le voyez ici, on a le nombre de géophones ici qui est de 24 et on a ici en vertical le temps que met l'onde pour revenir sur chacun des géophones. Et donc chaque ligne verticale que vous voyez, c'est un géophone. Et donc sur la longueur que l'on va avoir, on va frapper avec notre marteau, notre plaque de résine, on va frapper à gauche, au milieu à gauche, au milieu à droite et tout à droite. On va faire 4 tirs, enfin 4 frappes si vous voulez. Et vous voyez qu'ici on a tiré là. Et plus je m'éloigne du centre de la frappe, plus je m'éloigne et plus ça mettra longtemps le géophone à recevoir l'onde d'impact. Et donc grâce à ça, on va avoir, comme vous le voyez, des diagrammes un petit peu spéciaux, mais il y a un programme qui va vous les transformer tout simplement en une cartographie du sol, qui en fonction de la profondeur et de la distance que vous voyez ici, vous donnera un code de couleur qui correspondra à un code de vitesse sismique. Plus vous allez aller dans les vitesses sismiques élevées, plus le sol est dur. Plus vous irez dans les vitesses moins élevées, donc basses, plus le sol est mou. Et donc comme vous le voyez ici là-dessus, si je vais m'amuser à planter ici une colonne avec une semelle à une profondeur de 80 cm, ici, en premier abord on se dit ça va, moi j'ai en haut vraiment des couches qui sont très faibles en vitesse sismique, et plus je descends, plus les vitesses sismiques augmentent. Sauf que comme vous le voyez, on a à un endroit établi une poche qui est d'une capacité portante moins élevée. Et donc il faudra s'assurer ici des distances H' que je vous ai montré précédemment pour voir si la distance n'est pas trop proche du pied de notre fondation pour éviter un poinçonnement au fur et à mesure. Donc ça c'est la méthode par géophysique et sismique réfraction que vous voyez en haut à gauche. On peut faire ce qui s'appelle, par rapport à nos terrassements, appel à des tableaux, vraiment où on voit ici en fonction des vitesses de propagation des ondes dans le sol, ce à quoi ça correspondrait en termes de sol. Le deuxième système qu'on peut aussi avoir en termes de connaissance du terrain, c'est la méthode par sismique réflexion, où là en fait on ne fonctionne pas avec un marteau qui frappe une résine et qui envoie une onde dans le sol due à cet impact, mais juste simplement à une onde qui est générée par un radar. Et voilà le radar. On a alors une unité centrale qui reprend les données, un petit ordinateur, c'est pas non plus aussi, comme je vous ai dit, un ordinateur de dernière technologie, mais il fonctionne quand même. Et enfin ici, l'unité qui va relier en fait votre radar à l'unité de contrôle. Donc en vrai, ça ressemble à ceci. Vous allez marcher avec l'ordinateur, votre unité de contrôle qui est reliée au radar, et le radar en fait c'est exactement le même principe que ce qui vous flash le long des routes. Vous allez avoir dans le radar un émetteur qui va lancer une onde dans le sol, et chaque fois que cette onde va traverser un sol de nature différente, vu l'intensité du signal, ça va être réfléchi, ou ça va traverser l'objet et continuer sa route. Et en fait, le temps que mettra l'onde pour être réfléchi,
on va calculer, grâce au moment où l'antenne réceptrice recevra le signal, ben on saura dire, en fonction du temps qu'a mis l'onde pour faire ce chemin, quel type de nature de sol on a en dessous de nos pieds. Donc vous verrez qu'à chaque fois qu'il y a une strate de sol de nature différente, on voit ici un sol, deux sols, trois sols, ben à chaque fois que l'onde est envoyée et rencontre un sol différent, on a une perturbation dans le signal. Et ces perturbations, en fait, on va les répercuter sur une ligne normale. Et on va voir que pour chaque intensité de la perturbation du signal, à chaque différence de sol, on va avoir en fait un code de couleur qui va vous montrer les épaisseurs de sol. Alors ça, c'est pas de l'abstrait, c'est pas du Picasso, c'est le compte rendu d'une prospection géophysique par radar, où on voit en fait la première couche de sol, ici, comme ceci. On voit ensuite la deuxième couche de sol, comme ceci. C'est pas très lisible, mais on voit plus ou moins hein, ce à quoi ça ressemblerait. Et on aurait enfin une troisième couche ici, qui ressemblerait à ceci. Et donc grâce à ça, on a vraiment en fait scanné les épaisseurs. Et ça peut, comme je vous ai montré tout à l'heure, donner une idée de comment on va faire pour contrôler les épaisseurs vis-à-vis des sols en question, sans excaver 1 cm3 de terre. Donc c'est l'avantage de la méthode géophysique par sismique, réfraction et réflexion, c'est qu'on ne touche pas la terre. Enfin, on n'excave aucune terre. Quand on carotte, ben, on extrait les terres, etc. Ici, on ne touche absolument à rien et on a une cartographie comme ceci. Il faudra travailler par vraiment des phases différentes, parallèles les unes aux autres, et on aura vraiment quadrillé notre terrain. Quatrième principe que vous voyez ici, c'est fonder à l'abri du gel. Alors nous en Belgique, on va souvent en hiver à des températures qui sont inférieures à moins 10 degrés. Et donc alors on doit vraiment descendre la fondation à 80 cm pour éviter, comme je vous ai dit au début de la vidéo, des remontées d'eau qui pousseraient la fondation vers le haut. Alors le cinquième principe, c'est veiller à la possibilité en premier lieu de glissement, comme vous le voyez là-dessus. Alors quand est-ce que ça arriverait? C'est quand vous allez construire une maison sur un terrain imperméable qui lui est en pente. Et là le problème c'est que en fait, si vous avez une pluie battante à l'arrière de votre maison, vous allez avoir une infiltration de cette eau dans le sol qui à un moment donné va buter contre ce sol imperméable. Et ce qui va se passer, c'est que si le débit va commencer à augmenter, ce qui est souvent le cas en été, vous allez avoir un effet toboggan. Donc vous allez avoir vraiment l'eau qui va dévaler complètement ici en bas et qui va vraiment accélérer sa vitesse et qui va au fur et à mesure entraîner avec elle des particules de sol. Et donc vous allez me dire, est-ce que ça arrive souvent? Plus souvent qu'on ne croit. Vous le voyez ici sur des massifs montagneux où vous avez vraiment des pans entiers de terrain qui s'affaissent et qui vous crantent une maison en deux et vous êtes dans votre petit salon en train de regarder votre télé à votre aise et vous avez la moitié de votre maison qui s'en va. Tant que vous êtes dans la partie qui reste, ça va. Si vous êtes dans la partie qui part, vous faites une petite descente avec le terrain. Si vous y en sortez, tant mieux. Si vous n'en sortez pas, c'est un petit peu plus malheureux, comme on dit. Alors, la solution à faire par rapport à ça, c'est d'envisager un système de drain. Donc, bien évidemment, c'est ce qu'on fait dans la majeure partie des cas, mais si vous en rencontrez un sol imperméable juste en dessous de vous, il faut vraiment essayer de donner ici une largeur de drain à l'arrière de votre maison, comme c'était dans le cas que je vous ai montré avant, qui est beaucoup plus grande que d'habitude. Donc, vraiment faire une fosse qui s'évase avec un empierrement qui est un petit peu plus large pour vraiment collecter et drainer un plus grand débit et vraiment faire en sorte de canaliser l'eau tout autour de votre maison pour l'envoyer vers un exutoire. Alors l'entraînement hydraulique, donc veillez à la possibilité d'entraînement hydraulique, c'est un peu ce que je vous ai dit avec l'effet toboggan sur la couche imperméable. Si la vitesse de l'eau elle va un petit peu trop vite, elle entraîne les particules de sol avec. À partir de quelle vitesse d'eau celle-ci entraîne les particules de terre, d'argile, de sable ou gravier, vous avez les vitesses ici. Donc ça c'est surtout rencontré quand vous avez par exemple des canalisations qui vont se rompre avec un débit très important. Des fois ça lave complètement les sols qui sont en dessous des chaussées. C'est ce qui s'est passé ici en 2017 à Saint-Josse, ici à Bruxelles. En fait vous avez carrément des voitures qui ont vraiment été
3 mètres plus bas parce que il y avait des trous monumentaux où il n'y avait plus de sol, quoi. La route tenait sur plus rien du tout. Et là, c'est dû à des entraînements hydrauliques de nos particules de sol. Alors, considérez la présence possible donc d'une nappe d'eau en dessous de votre maison ou votre bâtiment, parce qu'en fait, ça peut avoir comme conséquence l'amollissement des terres, donc une diminution de la capacité portante. Ça peut avoir aussi comme conséquence une dissolution des éléments dans le remblai. Donc, quand vous avez des chutes de plaques de plâtre ou de plafonnage qui des fois sont mis dans le remblai au tout venant, là en fait vous allez avoir une incohérence du point de vue de la capacité portante du sol, vous allez avoir une hétérogénéité, je vais y arriver, dans le sol, et ça peut avoir comme conséquence que vous avez des points durs et des points mous. Et donc quand vous allez avoir une terrasse qui est à construire, il faut être sûr et certain d'éviter qu'il y ait une nappe d'eau qui remonte et qui dilue complètement votre particule de sol. Ça peut avoir comme conséquence aussi les migrations, comme on vient d'en parler ici maintenant, voire même si l'eau est un petit peu plus acide, les attaques de béton, ce qui est aussi parfois arrivé. Alors les sols non consolidés, il faut toujours compacter un remblai avant de construire quoi que ce soit dessus. Sinon ça va se tasser dans le temps. Donc il faut toujours compacter un sol qui vient d'être fraîchement déposé juste à côté de votre habitation, que ce soit en voie ferrée, voie routière, maison individuelle ou bâtiment, peu importe, il faut toujours compacter. Et alors craindre aussi, forcément, les sols hétérogènes, on le voit ici sur la droite, on a ici la terre arable, un petit peu de cailloux, puis une fosse d'argile, comme vous voyez là-dessus. Et là, construire sur des sols qui sont parfois différents, il faut bien faire un système de chaînage à l'intérieur de votre maçonnerie pour solidifier le mur, puisque les tassements risqueraient d'être, eux, différents et créer des fissures à l'intérieur de ceux-ci. Ceci donc clôture votre deuxième vidéo pour votre chapitre numéro 2.